donc l'opération israélienne pour éliminer rien de moins que le cerveau de l'attaque, des attaques du Hamas, parce qu'il faut parler au pluriel, l'ennemi public numéro 1 pour Israël. Le voici. Le mystérieux Mohamed Deif a été repéré, ciblé par l'armée, des avions ont décollé. L'opération a finalement échoué. Qui est cet homme qui a fait vaciller le pays, qui a fait vaciller l'État d'Israël et qui plus que jamais donc fait figure de cible numéro 1? Voici les indispensables avec Mathieu Karman. Bonsoir Mathieu. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, quelle est précisément cette opération qui a été menée par l'armée israélienne? Eh bien d'abord cet homme, le voici, Mohamed Deif. Son âge n'est pas connu avec exactitude. Il aurait une soixantaine d'années et les Israéliens ont bien pensé le tuer la nuit dernière. Ils étaient certains de le trouver dans une maison de ce quartier de Kizan an-Najjar. C'est à Khan Younis, c'est une ville de 4000 habitants dans le sud de la bande de Gaza. 2 avions, probablement des F-16, ont décollé d'une base israélienne et ont lâché des bombes légères, des GBU-12 sur une maison. Finalement, la cible est manquée. L'opération, que l'on dit lourde, a échoué. Écoutez d'ailleurs ce que dit à ce propos le porte-parole de l'armée israélienne. Il était ce matin sur notre antenne. Durant la nuit, les forces de Tsahal ont frappé la maison de Mohamed Deif, qui est le chef de la branche armée du Hamas, Azzadine El-Qassam. Son frère a été tué, ainsi que d'autres personnes avec lui. Lui, malheureusement, n'a pas été éliminé. Alors on apprend que le frère de Mohamed Deif est donc mort, ainsi que son fils, la petite fille de son frère. Une fois encore, l'ennemi public numéro 1, le cerveau de cette attaque du Hamas aura échappé au service de renseignement israélien. Donc, on parle de Mohamed Deif. Qui est-il précisément? Eh bien, c'est un homme très mystérieux. Son nom complet, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri. Il est né tout près de cette maison qui a été bombardée ce matin dans le camp de réfugiés de Khan Younis, au sud de Gaza donc. Et même les photos de lui sont très rares. Les dernières qui circulent datent d'il y a une vingtaine d'années. Depuis, son visage est resté secret. Il a d'ailleurs plusieurs surnoms. Les médias israéliens l'appellent le fils de la mort ou encore la tête de serpent, ce qui est, dans la mythologie, le monstre. Ce que l'on sait, c'est qu'il a fait des études à l'université islamique de Gaza, un fief des frères musulmans. Il rejoint le Hamas dès sa fondation en 1987 et dès les premières années, il est impliqué dans une série d'attentats à la bombe contre des bus en Israël. Puis, il prend du galon au sein du Hamas jusqu'à en devenir le chef. En 2002, le chef de la branche armée, les brigades Ezzedine d'Al-Qassam, c'est donc en 2002. Et samedi dernier, c'est lui qui a annoncé à la télévision publique le début de l'attaque sur Israël. Seule sa silhouette, on la voit là, est apparue. Une revendication d'une dizaine de minutes, d'où émerge ce message. Je vous propose de l'écouter. وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى. Les images diffusées par le Hamas, vous l'avez vu, c'est donc un discours, des images de propagande destinées à impressionner. Alors on dit que ça fait des années qu'Israël est à ses trousses. Oui, absolument, parce qu'avant la frappe de cette nuit, il était la cible d'au moins 8 tentatives d'assassinat de la part d'Israël. En 2002, les Israéliens pensent l'avoir tué, l'avoir éliminé après avoir ciblé sa voiture. On apprendra ensuite qu'il est finalement en vie et qu'il a perdu un œil. En 2006, il aurait échappé par miracle à un bombardement aérien dans lequel il aurait perdu un bras et une jambe. Il se déplace depuis en fauteuil roulant. Apparemment, le missile aurait frappé le mauvais étage. Et enfin, le 20 août 2014, sa maison est une nouvelle fois visée par 5 bombes anti-bunker. Sa femme et son enfant sont tués. Le même jour, les funérailles sont organisées en grande pompe à Gaza. On voit le monde qui se déplace ici pour voir le cercueil, ce qui montre la popularité de Mohamed Deif en Palestine. Un homme
tellement secret que l'on dit que le père de son épouse ne l'aurait vu qu'une seule fois en 2007, quand il a demandé sa fille en mariage. Chaque jour, comme Yasser Arafat en son temps, il change de lieu tous les soirs donc, d'où son nom, Dief, qui signifie l'invité. Oui, c'est une sorte de figure mythique, en réalité, du Hamas. Est-ce que c'est à lui que le Hamas doit la montée en puissance opérationnelle ? Eh bien oui, puisqu'il est considéré comme l'un des pères de la stratégie de montée en puissance du Hamas. C'est sous son impulsion qu'aurait été construit le réseau de tunnels souterrains que l'on voit ici. Quelques centaines de galeries où se concentrent les armes, les ateliers de fabrication, les quartiers généraux et même des dortoirs du Hamas. Toute une vie parallèle, une vie sous terre. Et c'est lui aussi qui aurait industrialisé la production de roquettes, ces fameuses roquettes qui, par milliers, ont semé la terreur en Israël samedi matin à l'aube. Merci beaucoup, merci Mathieu. Alors d'abord, cette opération, je m'adresse à vous, messieurs qui connaissez la chose militaire. Dans ce cas-là, comment ça marche ? Il y a un renseignement humain, un renseignement électronique, Michel ? C'est un ensemble de tout ça. Alors là, évidemment, on n'a pas la source évidemment de l'information, mais c'est une fusion de renseignements normalement, et les Israéliens sont normalement très forts pour ça. On parlait jusqu'à présent, on parlait de l'affrontement de 2021 comme la première guerre de l'intelligence artificielle par les Israéliens, grâce à leur réseau de leur base de données qui arrivait à déterminer où étaient toutes les cibles, et ils arrivaient ainsi à les suivre, même les suivre au fur et à mesure. Bon, en réalité, c'est quand même mieux d'avoir une source humaine. Le bon vieux renseignement humain. Non, mais bien sûr. Je prends notre exemple, Al-Zarqawi, donc c'était le leader d'Al-Qaïda en Irak. Il a été finalement décelé par les Américains en 2006 parce qu'il y avait une infiltration humaine à proximité qui a pu identifier, donner le renseignement précisément à l'instant T où il se trouvait. Donc là, comment est-ce qu'il a été repéré ? Personne, si tant est qu'il a été repéré d'ailleurs, réellement. Il y a peut-être que cette opération est... Une intimidation. Une intimidation, c'est possible aussi. Peut-être, on n'en sait rien. Peut-être qu'on s'attaque à un fantôme aussi. Mais en tout cas, ça a échoué. Commentaire sur cette opération. Commentaire. Les services de renseignement israéliens n'ont apparemment pas incroyablement brillé à la veille du 7 octobre de cette année. Donc la notion que les Israéliens auraient une espèce de vision absolument claire sur la nature de la direction de Hamas, c'est à prendre avec des pincettes, et comme toi, je m'interroge sur la réalité de ses responsabilités aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment lui le cerveau, première question. Est-ce que effectivement les Israéliens ne chassent pas un mythe? C'est possible parce que sa vie est très mythique au sens grec du terme. Donc, franchement, je me méfie. Et d'autre part, bien entendu, l'armée israélienne qui a été prise de court le 7 et le 8 octobre dernier doit montrer qu'elle fait des choses. Alors bien sûr, il y a des bombardements, mais c'est encore mieux d'expliquer qu'on vise le grand Manitou et qu'on a été à deux doigts de l'avoir, et ainsi de suite. Donc faire très très attention à ce qui relève de la communication stratégique, ce qui relève de l'erreur d'analyse, tout simplement, ça aussi. Alors peut-être que tout ce qui vient d'être dit est parfaitement exact, mais j'ai des réserves. Rim, que représenterait pour Israël aujourd'hui l'assassinat de cet homme ? Je pense que ça sera un petit moment de victoire psychologique, mais la vérité qui leur fait peur aux Israéliens, c'est que c'est pas une personne. C'est qu'il y a toute une branche armée du Hamas qui a manifestement planifié ces opérations très sophistiquées, qui a su le faire sans se faire repérer par tous les renseignements, toute la surveillance qu'il y a autour de Gaza. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les chefs du Hamas
du flanc politique n'était pas au courant de ces attaques. Ça, la branche politique n'était pas au courant de l'attaque de la branche militaire. Les chefs politiques du Hamas n'étaient pas au courant. Il y a une petite partie des chefs militaires du Hamas, et évidemment les quand même 2000 jusqu'à maintenant militants du Hamas et du djihad islamique palestinien qui étaient au courant puisqu'ils ont fait l'attaque. Donc il faut aussi comprendre. Ça, c'est des informations dont on peut être sûr. Oui, parce que ça a été relaté dans toute la presse. Je sais que vous parlez parfaitement arabe, que vous suivez effectivement la presse, les informations là-bas. Donc c'est ce qu'on entend dire. Évidemment, moi, j'ai pas parlé directement avec le chef politique du Hamas. J'aurais bien aimé, mais c'est normal d'ailleurs. Les organisations, dans une situation pareille, font de la compartimentalisation à fond. Parce qu'ils savent qu'il pourrait y avoir en plus des agents, donc infiltrés, des espions, qui pourraient vendre la mèche. Ça, c'est la première chose. Par contre, la confiance règne. Mais en fait, vous savez... Normal. Bon. Ben oui, on fait confiance et on vérifie, n'est-ce pas? Trust but verify, l'expression connue. Mais deux choses. La déclaration du porte-parole de l'armée israélienne, il affirme avec beaucoup de certitude que le frère de Mohammed Deif a été tué. Je pense que là, il faut demander quelles preuves ils ont. Est-ce qu'ils ont preuve d'ADN? Est-ce qu'ils ont pu d'ailleurs ramasser l'ADN de l'endroit qu'ils ont bombardé? Ça serait une information et une vraie information concrète. Et mon troisième point, c'est, par contre, quand on regarde, ça fait 2-3 jours que l'armée de l'air israélienne est en train de bombarder certains endroits assez précis dans Gaza, on a l'impression qu'ils ont sorti en gros une liste de cibles qu'ils avaient depuis longtemps. Après, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? C'est-à-dire les gens qu'ils pensent cibler dans ces endroits, est-ce qu'ils sont toujours là ou est-ce que leurs informations sont datées? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose aussi. Sylvie, à la lumière du cursus de cet homme, qu'est-ce que ça nous dit du Hamas? Qu'est-ce que ça nous dit cette organisation? Ça nous dit l'histoire de Gaza qui explose aujourd'hui. Si on regarde en effet son curriculum vitae, si on peut dire, c'est toute l'histoire de ce territoire. Il est né dans un camp de réfugiés de Khan Younis, dans le sud de Gaza. Il est né dans un camp de réfugiés. Il avait une vingtaine d'années quand le Hamas a été créé. Il a été mis en prison, il a été arrêté tout de suite, pratiquement en 89. Il a fait un premier séjour en prison. Après, il en a fait plusieurs autres, notamment dans les geôles de l'autorité palestinienne. Il est apparemment l'artisan de toute cette stratégie des tunnels, de plusieurs offensives, le cerveau de plusieurs offensives d'attentats suicides en Israël. Voilà, à travers tout ce cursus, on voit l'histoire du conflit israélo-palestinien et il est au cœur de tout ça à chaque fois. Il vomit les accords d'Oslo. Voilà, donc les accords de paix qui pouvaient ouvrir la voie peut-être. Voilà, c'était pour lui une trahison, ces accords d'Oslo. Et donc c'est lui apparemment aussi, d'après ce qu'on lit. Ça veut dire qu'il, pardonnez-moi Sylvie, qu'il rejette l'idée de la paix. Oui, si vous voulez. Enfin, c'est-à-dire que son objectif, d'après ce qui est connu, c'est la destruction de l'État d'Israël. Oui. Donc oui, c'est pas précisément un objectif pacifique. Non, c'est la lutte armée. C'est la lutte armée. C'est un mouvement. Voilà, on est au cœur de cette logique qui a explosé le 7 octobre. On parlait je vous donne la parole, François. On parlait de la branche politique. Le chef de la branche du bureau politique du Hamas, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, Ismaël Haniyeh, qui est à Dubaï, le jour même des attaques, comme en écho à ce que disait cet homme au moment du déclenchement des attaques, lui, il explique ce qui est en train de se jouer d'une certaine manière, et ça nous aide à comprendre aussi le parcours de cette branche, de ce patron de la branche militaire et les déclarations du patron de la branche politique. Ça nous aide à comprendre effectivement la nature du mouvement. Écoutez-le. أوجه النداء لكل أبناء هذه الأمة على اختلاف جغرافياتهم وتواجدهم أن ينخرطوا كل بطريقته في هذه المعركة. إن هدفنا واضح، هو أننا نريد أن نحرر أرضنا
ومقدساتنا وأقصانا وأسرانا. قول واحد: اخرجوا من أرضنا، اغوبوا عن وجوهنا، اخرجوا من قدسنا من أقصانا. Montage général Merdi, ça confirme ce que vous disiez. Il est impossible de mettre le Hamas sur le même plan que une force de gouvernement comme l'autorité palestinienne, quels que soient ses défauts, qui cherche effectivement une solution de paix. Là, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Le Hamas veut détruire l'État d'Israël. Lorsqu'il parle de notre terre, il s'agit de l'ensemble de la Palestine mandataire, du temps de la colonisation britannique. Il n'y a pas effectivement d'espace pour le compromis. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Rim sur la branche politique qui n'était que moyennement informée par la branche militaire. C'est parfaitement normal. Et, pour maintenir la sécurité opérationnelle d'une affaire aussi lourde que celle qui a été montée, avec un nombre, avec une précision d'horlogerie, parce que là, et il faut bien dire qu'au plan opérationnel, les horreurs qu'a commises la Hamas ont été accomplies avec un professionnalisme qui a surpris tout le monde. Je crois qu'eux-mêmes ont peut-être été surpris. Ça s'est déroulé d'une façon incroyablement construite, entre guillemets, dans l'horreur. J'ai la peine à employer cette expression, mais c'est entre guillemets de la belle ouvrage au plan opérationnel. Ça fout vraiment la trouille. Et évidemment, les chances pour pouvoir mener cette organisation sans que les services israéliens ne la détectent, ou d'autres services d'ailleurs qui auraient pu prévenir les Israéliens, il fallait vraiment réduire au maximum le rayonnement, si j'ose dire, par rapport à la planification opérationnelle.